طريق القدس يمر بالقلمون وبالزبداني وبحمص. طريق فلسطين لا ما بتمر بالزبداني ودمشق. Bonjour à tous et merci de nous rejoindre sur Futur TV pour cette nouvelle édition de la rédaction. Je suis ravi de vous retrouver pour faire le point complet sur l'actualité locale et internationale. À la une de ce journal, crise des déchets, le ministre de l'Environnement promet une amélioration de la situation dès aujourd'hui. Le gouvernement assure que des décharges vont être mises en place dans l'ensemble des régions du pays. Une nouvelle attaque contre les forces de l'ordre turques. Un policier a été tué, un autre blessé à Diyarbakir, au sud-est de la Turquie. Cette agression intervient au lendemain de l'exécution de 2 autres agents de sécurité par le PKK en représailles à l'attentat de Suruç. Le groupe État islamique revendique l'attentat qui a tué 20 personnes hier à Bagdad, la capitale irakienne, où Ashton Carter, le secrétaire américain de la Défense, est arrivé aujourd'hui pour une visite surprise. Et la grogne des éleveurs, toujours très forte en France, le mouvement se poursuit malgré l'annonce par le gouvernement d'un plan d'urgence de 600 millions d'euros. Crise des déchets, encore et toujours. Le ministre de l'Environnement promet une amélioration de la situation dès aujourd'hui. À l'issue du Conseil des ministres, Mohamed Machnouk s'est voulu rassurant. Il assure que le gouvernement cherche à créer des décharges dans l'ensemble des régions du pays. Selon certains médias, la possibilité de traiter une partie des déchets dans la décharge de Saïda au sud Liban serait examinée. Face à la crise des déchets, les citoyens s'organisent comme ils peuvent. Des habitants ont mis le feu à des bennes à ordures. Au moins 140 feux ont été éteints par les pompiers ces dernières heures. Vous allez voir sur ces images Léa Défense Civile qui met en garde donc contre les risques de nuisances toxiques qui pourraient provenir des déchets incendiés. Alors qu'à Beyrouth et au Mont-Liban, les ordures continuent de s'amonceler dans les rues. Et alors que plusieurs ministres ont reconnu cet après-midi que des difficultés d'ordre politique étaient à l'origine de la crise des déchets, ces désaccords devraient donc être débattus mardi prochain. Il sera notamment question de l'examen du mécanisme de décision du gouvernement. Quant au Premier ministre, il n'a pas démenti la rumeur sur son éventuelle démission. Interrogé sur ce point au cours de la séance par le ministre de la Justice, Achraf Rifi, Tamam Salam a répondu que toutes les options étaient ouvertes. Fin de citation. La France serait déterminée à donner la priorité au Liban malgré les tensions et les clivages dans la région. C'est ce qui ressort des entretiens de Mohamed Machnouk en France. Lors d'un point de presse, le ministre libanais de l'Intérieur a assuré que la diplomatie française entend frapper à toutes les portes pour aider le Liban, y compris celle de l'Iran, où le ministre français des Affaires étrangères, Laurent Fabius, est attendu la semaine prochaine. Machnouk estime toutefois qu'un déblocage de la situation au Liban nécessiterait d'abord une détente entre l'Arabie saoudite et l'Iran. Je vous disais en titre, un policier tué et un autre grièvement blessé par balle à Diyarbakir, c'est dans le sud-est de la Turquie. Il s'agit de la seconde attaque en 2 jours visant les autorités turques dans cette grande ville, à majorité kurde du sud-est du pays. On n'en connaît pas encore donc les auteurs de cette agression qui intervient au lendemain de l'exécution près de la frontière syrienne de 2 autres policiers. Un acte revendiqué par les rebelles du Parti des travailleurs du Kurdistan en riposte à l'attentat suicide de Suruç. Léla Sali. C'est dans cet appartement que 2 policiers turcs ont été retrouvés morts mercredi, exécutés d'une balle dans la tête. La branche armée du PKK a rapidement revendiqué l'attaque sur son site internet. Une action punitive a été conduite contre 2 policiers qui coopéraient avec le gang de Daesh à Selampinar. Au-delà de la police, le PKK accuse aussi l'État de coopérer avec les djihadistes. La position d'Ankara est régulièrement critiquée par le PKK, mais aussi par les Occidentaux. Même si elle est membre de la coalition anti-djihadiste, la Turquie a jusque-là refusé d'apporter son soutien aux milices kurdes de Syrie. En cause, la crainte de voir se constituer une région kurde autonome à la frontière turco-syrienne. Mais après l'attentat de Suruç qui a fait 32 morts lundi chez les militants pro-kurdes, le régime Erdogan a décidé de réagir. Mercredi, Barack Obama et son homologue turc se sont téléphonés. Les 2 dirigeants ont évoqué le renforcement de la sécurité à la frontière turque. Pour Ankara, c'est désormais une priorité affichée.
Il y a un travail à faire à la frontière. Nous devons empêcher les terroristes et les combattants étrangers de traverser cette frontière. Le groupe État islamique représente un vrai danger. Alors nous allons travailler sur la sécurisation de la zone. Et donc, nous allons installer un système de sécurité. Mais le régime Erdogan ne doit pas seulement faire face à un risque de contagion du conflit syrien à la Turquie. Car la méfiance croissante entre Ankara et les Kurdes menace aussi le processus de paix engagé en 2012, déjà au point mort depuis plusieurs mois. C'est confirmé, le groupe État islamique a revendiqué l'attentat qui a tué 20 personnes et blessé une cinquantaine d'autres hier dans un quartier chiite de Bagdad. Dans un communiqué diffusé sur Internet, l'organisation terroriste dit avoir visé un poste de contrôle des forces de sécurité dans le quartier d'El Shurta al-Rabah. Et la lutte contre l'État islamique est au cœur de la visite surprise du secrétaire américain à la Défense, Ashton Carter. Aujourd'hui, à Bagdad, au menu, rencontre avec le Premier ministre Haïdar el-Abadi et son homologue Khaled el-Obaidi. Il rencontrera également des militaires américains qui luttent contre le groupe État islamique. Ce déplacement d'une journée n'avait pas été annoncé pour des raisons de sécurité. Allez, restez des nôtres au retour de la pause en Iran. Le président Hassan Rouhani défend un accord nucléaire historique. Retour sur le plateau de l'info, sans surprise, le Parlement grec a voté cette nuit une seconde série de mesures exigées par les créanciers. Une semaine après l'adoption du premier volet, les députés se prononçaient notamment sur une réforme de la justice. Et une fois de plus, plusieurs membres de Syriza, le parti du Premier ministre Alexis Tsipras, s'y sont opposés. Des réformes adoptées grâce aux voix de l'opposition. Des explications de Julien Cheïda. Cette fois-ci, 36 députés de Syriza ont fait défection, 3 de moins que la semaine dernière. Alors, sans surprise, Alexis Tsipras a une nouvelle fois dû compter sur les voix de l'opposition. Mais ses élus préviennent, ce soutien au Premier ministre grec ne durera pas. Nous ne sommes pas favorables à ces mesures. Nous ne soutenons pas le gouvernement de Syriza, mais nous soutenons notre patrie. Et si nous votons oui, c'est pour assurer la place de notre pays dans l'euro. Nous votons oui pour restaurer la confiance perdue à cause de vos actions. Ce deuxième train de réforme prévoit une refonte de la justice civile. Objectif, la rendre plus efficace et moins chère. L'autre volet porte sur les dépôts bancaires. Leur plafond atteint désormais 100 000 €. La Grèce et ses créanciers vont maintenant discuter d'un troisième plan d'aide jusqu'à la date butoir du 20 août. Alexis Tsipras sort fragilisé de ce marathon législatif. Mais il refuse de parler de démission. Je parle en mon nom et je n'envisage pas de quitter le fort. Nous ne serons pas lâches, nous ne baisserons pas nos boucliers, nous ne demanderons pas pardon pour les batailles perdues. La presse grecque évoque un congrès de Syriza dans les prochaines semaines, préalable à de possibles élections anticipées à la rentrée de septembre. Dans le reste de l'actualité internationale, à New York, des milliers de manifestants se sont rassemblés hier sur l'emblématique carrefour de Times pour dénoncer l'accord nucléaire conclu entre l'Iran et les grandes puissances. Accord qui menace selon eux la sécurité mondiale et celle d'Israël. Les explications d'Axel May. Ils étaient environ 1 millier de manifestants, des sympathisants et des élus républicains, des chrétiens évangéliques ou encore des proches de la droite israélienne. Avec un mot d'ordre, nous ne voulons pas de l'accord sur le nucléaire iranien soutenu par Barack Obama. Barack Obama est en train de devenir celui dont on se souviendra comme étant le père de la bombe atomique iranienne. Et il est celui qui va au final implanter le nucléaire dans tout le Moyen-Orient. Barack Obama tente depuis des jours de convaincre le Congrès, majoritairement républicain, de ne pas rejeter cet accord et de lever les sanctions économiques qui étouffent la population iranienne. Le président américain doit aussi convaincre nombre d'élus de son propre camp, avec dans le rôle du VRP démocrate, John Kerry. Nous sommes convaincus que l'accord auquel nous sommes arrivés avec les grandes puissances va empêcher l'Iran d'obtenir l'arme nucléaire. Avec cet accord, la région sera plus sûre. L'opinion publique américaine est volatile. Selon un sondage réalisé juste après l'accord, 48% des personnes interrogées y étaient défavorables. Un nouveau sondage publié lundi, cette fois par le Washington Post, fait état de 56% d'Américains en faveur de l'accord.
Et cet accord qui rend quasi impossible la fabrication d'une bombe atomique par Téhéran pendant plusieurs années ne fait pas non plus l'unanimité en Iran, où les plus conservateurs estiment qu'il empiète sur la souveraineté du pays. Lors d'un discours retransmis à la télévision, vous le voyez, le président iranien a défendu un texte historique qui doit permettre une levée progressive des sanctions internationales qui étranglent l'économie iranienne. La chef de la diplomatie de l'Union européenne, Federica Mogherini, est d'ailleurs attendue mardi prochain à Téhéran. Dans un tout autre registre, les éleveurs français continuent de bloquer des routes, notamment autour de Lyon. Le mouvement se poursuit malgré l'annonce par le gouvernement d'un plan d'urgence de 600 millions d'euros destiné à soutenir une filière qui souffre de la faiblesse des prix. Un plan critiqué aussi bien au niveau politique que par les organisations agricoles qui le jugent insuffisant. Nayem nous en dit plus. Des routes encore bloquées par des tracteurs, comme ici sur l'un des principaux accès à Lyon. Ou encore, en Normandie, foyer de la révolte, des barrages filtrants continuent. Certains éleveurs ne décolèrent pas malgré le plan d'urgence de plus de 600 millions d'euros annoncé la veille par le gouvernement. C'est des mesures d'urgence, c'est des prises en charge de cotisations sociales, des prises en charge d'intérêts financiers. C'est comme si on mettait un pansement sur une plaie infectée, sauf que le pansement il tient pas. Ce jeudi, François Hollande vient défendre lui-même son plan d'urgence face à des responsables agricoles. Nous voulons qu'il y ait non seulement la distribution qui fasse l'effort indispensable pour rémunérer les producteurs, mais également les abatteurs et les transformateurs qui doivent rendre des comptes sur ce qui est en cause dans la filière. Le président évoque aussi un allègement des contraintes administratives qu'il juge trop lourdes et même insupportables. Certains responsables agricoles restent sceptiques. Ils doutent de la capacité du gouvernement d'imposer des augmentations de prix aux abattoirs et à la grande distribution. Les pouvoirs publics qui fassent respecter auprès de ces entreprises d'abattage et de distribution cette règle pour que les agriculteurs et les éleveurs puissent vivre dignement du prix de leurs produits. C'est ça que les agriculteurs demandent aujourd'hui. Et pour l'instant, une levée des barrages reste impossible pour la plupart des éleveurs. On arrive à convaincre les éleveurs, et ça, la responsabilité dépend des acteurs de la filière, que l'engagement va être tenu. De nouveaux mouvements sont annoncés dans les prochains jours, même si les syndicats appellent à la pondération sur le terrain. Et avant de se quitter, une nouvelle équipe de cosmonautes a atteint la station spatiale internationale sur un vaisseau Soyouz. C'est le premier vol piloté après les accidents des vaisseaux cargo Progress et SpaceX ces 3 derniers mois. Mouna Benaïssa nous raconte la suite. À quelques 400 km au-dessus du Pacifique, Soyouz amorce son approche vers la station spatiale internationale. La manœuvre est délicate. Depuis Houston au Texas ou encore depuis la base de Korolev en Russie, tous les regards sont rivés sur les écrans de contrôle. Déjà à bord de la station spatiale internationale, 3 astronautes, 2 Russes et un Américain attendent l'ouverture du sas d'entrée. En quelques minutes, l'arrimage de Soyouz à l'ISS est réussi. Après 5h45 de voyage depuis le cosmodrome de Baïkonour, le cosmonaute russe Oleg Kononenko, l'Américain Kjell Lindgren et le Japonais Kimiya Yui font leur entrée tout sourire. Ce vol était très attendu après l'échec en avril dernier du lancement d'un vaisseau cargo Progress. Les responsables russes avaient alors décidé de reporter le départ des 3 astronautes pour l'ISS, initialement prévu fin mai. Ces derniers vont donc finalement pouvoir entamer leurs expériences scientifiques. Au programme, contrôler les robots à distance ou encore étudier le comportement des bulles de savon dans l'espace. Et c'est ainsi que se referme ce journal. Le rappel des titres. La crise des déchets, le ministre de l'Environnement promet une amélioration de la situation dès aujourd'hui. Le gouvernement Salam assure que des décharges vont être mises en place dans l'ensemble des régions du pays. Une nouvelle attaque contre les forces de l'ordre turc. Un policier a été tué et un autre blessé à Diyarbakir, au sud-est de la Turquie. Cette agression intervient au lendemain de l'exécution de 2 autres agents de sécurité par le PKK en représailles à l'attentat de Suruç. Le groupe État islamique revendique l'attentat qui a tué 20 personnes hier à Bagdad, la capitale irakienne, où Ashton Carter, le secrétaire d'État américain à la Défense, est arrivé aujourd'hui pour une visite surprise. Et la grogne des éleveurs, toujours très forte en France, le mouvement se poursuit malgré l'annonce par le gouvernement d'un plan d'urgence de 600 millions d'euros.
Merci de votre attention. Retrouvez-nous tous les jours à 16h40 heure de Beyrouth. Vous pouvez également nous suivre en ligne sur notre site web ou en téléchargeant notre application mobile. Excellente soirée à toutes et à tous et je vous dis à demain. القدس يمر بالقلمون وبالزبداني وبحمص. طريق فلسطين لا ما بتمر بالزبداني ودمشق.